Bonjour à tous, Christa Bardot, coordinatrice du district d'Aerospace Valley. Je vous souhaite la bienvenue sur ce meet-up. Ce meet-up du district, comme tous les jeudis matins, nous présentons les entreprises innovantes du secteur spatial qui présentent leur activité, leurs ambitions, leurs enjeux. Et aujourd'hui, nous allons écouter Telnet Space, jeune société du spatial, avec son président-directeur Anis Youssef, également directeur des nouveaux produits chez Telnet, et le directeur du projet, M. Mehdi Zabar, qui est en charge donc de la réalisation de leur premier nanosatellite embarquant une carte IoT. Ils vont vous parler de tout ça. Et ce projet s'appelle Challenge One. Alors voilà, nous avons deux intervenants, deux participants, deux animateurs ce matin, Anis et Mehdi. C'est Anis qui va présenter. Anis, est-ce que tu es bien avec nous? Est-ce que tu Oui, m'entends? Super. très bien. Mehdi, toi aussi, est-ce que tu es là? Je crois que oui. Tu as juste muté ton micro, mais ce n'est pas Oui, je grave. suis là, Bonjour oui. Mehdi. Oui. Bonjour Bienvenue à Mehdi. tous. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Eh bien, écoutez, Bonjour. nous allons commencer. Il est 11 heures passées de 3 minutes à Nice. Je vais te laisser la main. Je vais donc te donner la main pour présenter ce que tu as à nous dire. Très bon meet-up à tous. N'hésitez pas à poser des questions, soit par écrit, soit à l'oral si vous le souhaitez. En tous les cas, Anis est tout à fait d'accord pour interagir en direct avec vous. Donc, n'hésitez pas. Très bon meet-up. Voilà, mais Anis, on a la présentation qui arrive. Parfait, tout est C'est clair. bon? OK. Oui. Bon, bah, merci beaucoup, Christa, pour cette présentation. Donc, en fait, on est donc un duo. Donc, moi, du siège du groupe Telnet à Tunis et donc Mehdi Zabar de nos locaux à Toulouse, les locaux de Telnet Space. Donc, je vais parler de la société Telnet Space, son objectif, pourquoi elle a été créée et pourquoi on est aussi fier de notre appartenance à Aerospace Valley et qu'est-ce qu'on cherche derrière cette appartenance-là et nos besoins par rapport donc au district qu'anime Christa. Donc, Telnet Space, c'est une jeune société française qui appartient au groupe Telnet. Donc, on a plusieurs implantations dans le monde. Donc, en France, on a une représentation à Paris et donc une à Toulouse. Donc, on a aussi des représentations en Allemagne, donc aux États-Unis, donc aussi dans le Golfe et au Japon. Et donc, Telnet Space, c'est la filiale du groupe qui est spécialisée dans le domaine spatial et plus précisément dans l'IoT. Et actuellement, nous avons donc notre projet phare ou inédit, inédit pour notre société et aussi pour la représentation africaine et arabe, c'est le lancement de ce premier nanosatellite Challenge One dans l'espace, conçu et fabriqué à 100% par des ingénieurs Telnet. Et donc, Mehdi Zabar, c'est le directeur du projet. Et donc, on est tous fiers de ce qu'on a réalisé. Et surtout, on espère que le lancement sera réussi et qu'on pourra donc valider nos proof of concept et les algorithmes que nous avons développés. Voilà donc pour la parenthèse. Donc, je vais parler un petit peu du groupe rapidement. Donc, le groupe Telnet, il a plus de 25 ans de challenge ou d'expérience. Donc, on a pratiquement 500 collaborateurs dans le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a 10 sites en Tunisie et à l'étranger. Voilà, on a un chiffre d'affaires de pratiquement maintenant de 16 millions de dollars. Et donc, on est coté aussi sur les bourses à Tunis. Donc, on a un business model au niveau du groupe qui s'intéresse sur l'ingénierie forfaitisée, donc le forfait. L'équipe dédiée via la régie ex situ et aussi des plateaux projets avec des plateaux directement sur site client. Et on a différents pôles, donc la R&D, ingénierie logicielle et produits, le pôle service, PLM, et l'intégration réseau et télécom. En termes d'expertise, c'est assez varié, donc ça va
dans du software embarqué, donc la partie IoT, intelligence artificielle, voilà, donc design électronique, la conception mécanique, donc des solutions donc de communication unifiée, l'ingénierie, sécurité réseau, le cloud et les entreprises, des applications d'entreprise. Voilà, donc les représentations, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a 4 sites en Tunisie, donc on a des représentations donc dans le monde, donc on est fiers de notre toute dernière représentation à Toulouse. L'avant-dernière, la dernière, c'est notre représentation à Roustelnet à Moscou, et donc je vais en parler aussi parce qu'on a lancé aussi des collaborations pour le lancement du satellite qui sera via la fusée russe Soyuz-2. Par rapport au secteur d'activité, donc le focus sur l'aérospatial, il a commencé depuis 2016 et le projet a réellement commencé, on va dire, ou effectivement commencé en 2018, le projet de lancement de Challenge One. L'idée de création de l'activité aérospatiale était aussi basée sur le projet CATS, ou le Quick Access to Space. Donc avec Safran et en fait donc par rapport à ça, donc il y avait une idée de pouvoir faciliter l'accès de l'Afrique à l'espace et donc la Tunisie a été ciblée via le groupe Telnet et donc via ça, donc on a commencé depuis 2016 à lancer ce projet-là qui s'est concrétisé par ce projet pilote qui est le lancement de Challenge One pour valider l'accès d'une première société africaine et tunisienne à l'espace via donc le développement des nanosatellites. Donc le contexte et pourquoi on s'est spécialisé dans l'IoT, parce qu'on a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, dans l'IoT terrestre, donc avec les différents protocoles classiques qui existent, les protocoles donc low energy et donc particulièrement LoRa. Donc on a des compétences en développement de produits LoRa pour le compte de plusieurs clients. Et donc, l'idée de notre projet, c'était d'utiliser LoRa dans l'espace. Parce qu'il y avait des études scientifiques qui ont montré que finalement, entre deux devices LoRa situés dans des zones éloignées de la Terre d'une distance d'environ 750 km, donc en fait, le message arrive à atteindre, on arrive à communiquer entre deux nœuds via une passerelle, donc qui est un ballon qui permet de transférer ce message-là. Et donc on s'est dit que finalement, l'idée c'est pourquoi ne pas utiliser l'espace pour transmettre les messages IoT LoRa entre deux nœuds qui sont situés dans des zones, ce qu'on appelle des zones blanches ou des zones non couvertes. Donc, pour ça, il y a l'étude de marché ou le besoin qui montre que les nanosatellites ou le domaine de l'espace a changé parce qu'actuellement, on est dans ce qu'on appelle le Space 4.0 où le business model des propulseurs il a été modifié parce que maintenant, ils arrivent à envoyer dans l'espace plus d'une centaine de nanosatellites. Je pense que le record était par une fusée indienne donc, qui a envoyé plus de 150 nanosats en un seul lancement. La technologie aussi des nanosatellites a changé. Donc, un nanosatellite, c'est 10 cm par 10 cm par 30 cm. Donc, c'est en l'occurrence notre nanosatellite Challenge One. Et donc, il y avait ce besoin-là d'accès à l'espace et de nouvelles technologies d'accès à l'espace qui ont changé. Le domaine de l'IoT montre qu'il y a un marché qui est preneur et qui sera en forte expansion pour accepter ou pour absorber des millions de nouveaux devices IoT. Sauf que la Terre, elle n'est pas totalement couverte, uniquement 10% sont couverts parce qu'actuellement, les réseaux IoT sont situés dans des zones urbaines. Et donc, il nécessite donc une alimentation électrique et donc une intégration au réseau, ce qu'on ne peut pas faire dans des zones blanches. Donc, les zones blanches, c'est typiquement donc, les déserts, les océans, c'est actuellement les endroits où on ne peut pas assurer donc une alimentation au réseau électrique et une couverture réseau. Et actuellement, la seule couverture réseau, elle est très coûteuse
en termes d'investissement et aussi en termes de consommation énergétique. Et ça sera donc via les communications spatiales avec les satellites qui vont envoyer ou transférer l'information d'un endroit à un autre. Donc, le contexte, c'est d'utiliser des nanosatellites à des orbites qui sont très basses, qu'on appelle les orbites LEO. C'est des orbites terrestres basses à 530-550 km. Et ces satellites seront les messagers des messages qui proviennent de nœuds LoRa, donc qui sont à une distance de 500 km. Ces nœuds peuvent avoir une autonomie d'une dizaine ou une quinzaine d'années avec des petites cellules photovoltaïques et qui envoient uniquement quand le satellite il est à portée et qui donc transmettent l'information à ce satellite. Donc ce que vous voyez ici. Oui, Christa. Une petite question, une petite précision. En fait, tu es sur du LoRa, du protocole LoRa classique. Vous ne le modifiez pas. Vous êtes en train de spatialiser finalement ce protocole terrestre en train de voir si ça fonctionne, si toute votre expérience développée sur le protocole LoRa terrestre peut être portée finalement sur des satellites. C'est ça que je comprends? Excellente question. En fait, on essaye de ne pas, on essaie le plus possible de ne pas le modifier. On est en train de l'adapter parce que les contraintes spatiales ne sont pas les mêmes. Notamment, donc, en fait, l'espace n'a pas été destiné pour envoyer des messages LoRa. Et donc, finalement, nous, l'idée, c'est d'utiliser le plus possible le hardware existant des devices et de pouvoir en fait, apporter les adaptations et les améliorations via la partie software et la partie protocolaire. Et justement, il y a plusieurs verrous scientifiques qu'on a conçu et développé et validé dans nos plateformes. Et donc, on cherche à disons, concrétiser l'essai et valider ces algorithmes in vivo, directement quand le satellite sera en orbite. Donc, effectivement, on essaie d'utiliser l'infrastructure existante le plus possible et en apportant des adaptations plutôt protocolaires et logiciels, systèmes, que hardware, parce que on va dire c'est ça notre démarche. Aussi notre démarche, c'est d'aller vers l'open source, LoRa. Donc c'est pourquoi on utilise une technologie propriétaire. Donc on utilise une technologie qui est ouverte, qui est accessible. C'est aussi notre stratégie d'ouverture en termes de protocole et de réseau. Et donc, voilà, donc le contexte, il est ça, c'est les devices IoT, donc ils seront en forte expansion. Là, je parle des 3 années à venir, d'accord? Il y a des zones blanches. L'accès à l'espace actuellement, il est très coûteux pour tout device qui est situé dans ces zones blanches parce qu'il nécessite de la consommation énergétique et aussi donc ça coûte cher en termes d'investissement et donc en termes d'achat de prestations. Et donc, et le domaine de l'espace a changé et maintenant, donc, il y a la possibilité que des sociétés privées envoient leurs propres nanosatellites. Et donc, voilà, donc notre satellite s'appelle Challenge One aussi parce qu'il y a aussi l'idée d'envoyer d'autres nanosatellites plus tard, toujours dans la continuité de ce qu'on est en train de développer. Et on a aussi, donc, avec des partenaires donc à Toulouse, et c'est pour ça aussi, donc, on compte sur Aerospace Valley, sur notre affiliation pour lancer ces partenariats gagnant-gagnant. Donc avec des laboratoires de recherche et aussi avec des sociétés qui sont intéressées par le proof of concept du LoRa dans l'espace. Parce que c'est un protocole largement connu sur Terre et donc le fait de pouvoir l'adapter dans l'espace, ça va créer donc une synergie importante. Et voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc il y a le Challenge One donc qui sera lancé donc le premier trimestre 2020. Via la fusée russe, donc Soyuz 2. Donc, il y aura, on est en train déjà de préparer donc d'autres projets de lancement et des idées, concepts d'envoi de constellations. Pourquoi je dis constellation? C'est aussi imposé par le marché. Parce qu'il y a la notion de taux de revisite, c'est dans le sens qu'il faut que le nœud puisse envoyer entre 15 et 30 minutes, le temps de revisite maximum en termes de disponibilité des datas. Et donc, quand on a plusieurs nanosatellites, finalement, donc il y a la possibilité donc d'envoyer beaucoup plus rapidement les datas.
d'où l'objectif de la constellation, donc avec des plans d'études, hein, bien sûr, bien spécifiques pour, on va dire, spécifier les orbites de lancement et aussi spécifier les différents plans de lancement, etc. Voilà, donc c'est ça le contexte général. Après, il y a toute la partie donc IA ou traitement de data, et donc là aussi c'est un axe de travail très important pour nous, hein, en tant que société Telnet Space, c'est développer ces nouveaux algorithmes d'intelligence pour le traitement des données spatiales. Alors, il y a deux types d'intelligence vers lesquels on s'oriente. L'intelligence sur le satellite lui-même, donc il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur ça. C'est comment rendre le satellite plus intelligent dans un souci très simple, c'est d'utiliser le mieux possible la bande passante qui est offerte. Hein. Donc, plus on arrive à envoyer un pourcentage de data utile qui est important, ça veut dire qu'on a optimisé le canal espace-terre et terre-espace. Et donc, plus le satellite il est intelligent, plus les données seront pertinentes et donc leur utilisation aussi. Et bien entendu, donc la partie intelligence entre guillemets classique, c'est l'IA en termes de data science et d'utilisation des données spatiales via les différents algorithmes qui permettent donc de traiter au mieux les données reçues, et sur la base de ce traitement, on va envoyer donc les nouvelles commandes au nanosatellite qui est une orbite. Et donc via aussi notre présence à Aerospace Valley, il y a donc quelque chose de très important aussi, c'est cette on va dire mise à disposition de notre plateforme qui est le nanosatellite qui est en orbite. Donc, pour des collaborations avec des sociétés, des universités, des laboratoires de recherche, pour qu'on puisse valider ensemble des nouveaux concepts. L'avantage qu'on offre, c'est que ces concepts-là peuvent être validés directement sur orbite avec le satellite, et donc on pourra tester de façon très concrète des algorithmes qui étaient testés au niveau du laboratoire. D'accord. Voilà. Parfait. On sera là pour vous y aider. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en fait, la définition de la mission, donc Challenge One, est utilisée comme point d'accès passerelle pour fournir une couverture étendue aux communications des terminaux au-delà des limites du réseau terrestre. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les zones blanches, donc avec donc plusieurs types de contraintes, le coût du kilobyte, la fiabilité de la transmission, les types de terminaux terrestres qui seront utilisés, combien de nœuds peuvent être connectés au même moment. Le satellite, il voyage à une vitesse de 5,7 8 km par seconde. Donc, comment on peut faire pour qu'il puisse recevoir efficacement le message IoT? Il y a des problématiques liées à l'effet Doppler, à la modulation, des bruits, des interférences. C'est combien l'énergie nécessaire pour qu'un nœud puisse transmettre donc son message à un satellite LEO, donc le Low Earth Orbit. Et est-ce que finalement le nanosatellite peut donc être une passerelle IoT LoRa? Donc tout ça, c'est les problématiques à la base de la définition de la mission qu'on a donc bien sûr joint ou on a combiné aux besoins du marché, qui est un marché donc qui demande ces applications IoT spatiales, ce qu'on appelle le Space for IoT. Donc, les spécifications techniques, donc notre nanosatellite, donc il est ici, voilà, à gauche. Donc, ça, c'est un exemplaire du nanosatellite. Actuellement, donc, il a terminé toutes les phases de test. Donc, il a une structure aluminium 3U avec donc 3 parties essentielles, le OBS, donc OBS, le Onboard System, le EPS, Electronic Power System pour la gestion d'énergie. Le satellite ne peut pas fonctionner sans énergie électrique qui est collectée par les cellules photovoltaïques. Et donc, le onboard system, il permet d'optimiser au mieux l'activation des prestations dans le satellite pour optimiser la consommation énergétique. Le ADCS, c'est la partie la plus importante du satellite. Donc, c'est l'Attitude Determination and Control System, donc qui permet l'orientation du satellite, donc les antennes vers la Terre et les cellules photovoltaïques vers le Soleil pour donc optimiser donc le mieux donc la partie récolte ou la partie donc gestion de l'énergie et puis la partie communication avec la Terre. Voilà, donc ici, ce que vous voyez ici, c'est différentes cartes qui ont été développées par Telnet autour de payloads
Donc, les payloads, c'est la charge utile du satellite. Hein. Ça représente, on va dire, le 1/3, la moitié, on va dire entre le 1/3 et 40% du nanosatellite, c'est les payloads. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle le bus, et donc c'est l'OBS, l'EPS et la DCS. C'est, on va dire, l'infrastructure nécessaire pour que le satellite puisse être lancé et puisse donc tourner autour de son orbite. Voilà, donc l'orbite, c'est 550 km. Durée de la mission, donc on l'espère, hein, donc 3 à 5 ans. Date planifiée, donc premier trimestre 2020. Et donc le lancement sera via le cosmodrome de Baïkonour en Russie. Nous, on est prêts, donc on a validé donc toutes les phases de test. Donc on a les protocoles de test qui ont été donc appliqué et validé, et donc maintenant, donc à cause du Covid, donc il y a eu un retard du lancement, et donc c'est pour cette raison qu'on a commencé dès à présent à planifier les prochains nanosatellites qu'on va développer et aussi à discuter donc de cette idée de constellation. Parmi les contraintes qu'on va aussi discuter lors des prochains lancements, c'est ce qu'on appelle la spatialisation des composants, ou comment augmenter, on va dire, la robustesse et l'endurance des composants qu'on a envoyés dans l'espace. Aussi, il y aura une valeur ajoutée très importante, donc il va aussi nous permettre, nous, de créer un marché. C'est que nos cartes, quand ils seront envoyés dans l'espace, ils auront, et quand ils vont fonctionner, ils auront le statut Flight Heritage, et ce statut-là permet à la carte donc d'être vendue à des partenaires ou nous permettre de coordonner ou de travailler, de collaborer ensemble pour développer des cartes dédiées à un besoin client. Voilà, donc en termes de domaines techniques ciblés, donc il y a plusieurs donc technologies, techniques, concepts. Donc il y a la constellation, il y a la data science, il y a l'IoT for Space, le Space for IoT, les nanosatellites, les payloads IoT, les protocoles LoRa, le Flight Heritage, j'en avais parlé, la Ground Station, donc la station radio qui va, donc ça sera le point d'entrée pour pouvoir donc dialoguer avec le satellite et recevoir les datas qu'il a récoltées des différents devices. Donc la partie radiofréquence, il y a l'observation de la Terre qui est un volet aussi qu'on cherche plus tard à approfondir davantage, donc via les images qui seront collectées. On essaie aussi d'aller vers l'axe d'observation de la Terre via des messages radio, hein, aussi, donc pouvoir cumuler un petit peu les messages radio pour optimiser les informations en termes de data qui sont collectées par d'autres satellites. Donc la mutualisation des données spatiales entre plusieurs projets ou plusieurs partenaires pour avoir une réponse commune, et bien sûr donc l'intelligence artificielle qui est transversale à toutes ces activités spatiales et aussi aux activités du groupe Telnet. Voilà, donc nous, dans ce cadre-là, Telnet Space, on a une valeur ajoutée, on a une offre à donner donc, à tous nos partenaires, et donc on compte aussi sur Aerospace Valley et sur les partenariats qu'on a, parce que nous, notre positionnement, donc on est plateformiste, on essaie d'être dans cet axe-là, plateformiste, c'est-à-dire, on va dire, la partie comme j'ai dit tout à l'heure, donc le satellite est composé d'une plateforme et de la partie payload. Donc, plateformiste, c'est ceux qui développent la partie nécessaire du satellite, qui est la DCS, qui est l'EPS et qui est l'OBC, l'onboard computer. Et puis là, il y a les parties payload, les parties cartes. Donc, nous, on cherche via ce protocole LoRa à être vers cet axe payloadiste. Peut-être j'ai dit plateformiste tout à l'heure, donc c'est une erreur de ma part. Donc, on cherche à se focaliser sur la partie payload et on cherche à être d'une valeur ajoutée et on cherche à développer notre offre autour des payloads LoRa. C'est-à-dire que s'il y a un client, s'il y a un partenaire qui veut développer des cartes LoRa, donc on peut lui offrir l'assistance et le support nécessaire pour ça. On peut aussi lui développer des cartes dédiées hein, pour ses besoins à lui. Et donc ça c'est très important. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est
on va dire, recherche et innovation. Et donc là, je vous parlais des différents verrous scientifiques imposés par l'AURA dans l'espace. Et donc, le troisième axe, c'est la partie constellation de nanosatellites. Et donc, ça nécessite donc de passer de la recherche spatiale aux constellations. On peut répondre à vraiment des missions qui sont opérationnelles avec des partenaires qu'on essaie de cibler pour donc assurer une constellation qui soit globale et fournir une connectivité d'Internet qui est plus large partout et pour tout le monde. Donc, on estime qu'une trentaine de nanosatellites avec des plans de lancement bien étudiés permettent d'assurer une couverture et un taux de revisite entre 15 et 30 minutes, et ça, c'est très important. Voilà. Et en fait, en termes, donc, via cette constellation et via donc ce projet de lancement d'une constellation de nanosatellites, il y aura des impacts socio-économiques signifiants, comme la création d'emplois, la compétence hautement qualifiée. Ça permet de développer un écosystème éducatif et industriel dans le secteur de l'espace, orienté besoins commerciaux et avoir une capacité régionale pour produire et tester les satellites. Et là, j'ouvre un volet qui est très important, qui est une spécificité de Telnet Space, via aussi Aerospace Valley, c'est qu'on peut être une passerelle vers une collaboration entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Europe et Toulouse précisément, et la Tunisie et l'Afrique, donc de façon plus large, via nos implantations en Afrique et donc via ce projet pilote qui permettrait de créer vraiment une nouvelle dynamique et un nouvel écosystème spatial en Afrique. Et ça, c'est un point très important. Et on pense que via l'idée ou le projet de constellation de nanosatellites, il y a vraiment donc des atouts très importants pour développer cette collaboration entre les deux rives, et certainement Telnet Space, avec l'aide et le support d'Aerospace Valley, sera donc, une plateforme importante pour assurer cette collaboration entre les deux rives. Donc les domaines socio-économiques, donc c'est vraiment très large. Hein, donc ça va de l'agriculture à l'énergie, aux médias, à l'environnement, au transport, aussi à la sécurité, à la santé, etc. Les domaines maritimes aussi, c'est des volets qui sont très importants. Tout ça pour dire que la constellation, l'IoT, les nanosatellites, faire de l'espace finalement une infrastructure de communication entre divers devices IoT, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, il va permettre d'assurer une connectivité à des zones blanches qui sont actuellement soit donc couverts mais avec des coûts qui sont très importants, soit qui ne sont pas couverts du tout. Voilà. Et donc on pense que finalement, ça sera l'avenir. Hein, de pouvoir donc assurer cette connectivité-là avec les domaines socio-économiques qui sont vraiment très importantes parce qu'en fait le capteur c'est donc il utilise le protocole LoRa. Après le type du capteur qu'on va mettre va donc faire le lien avec l'application. Hein. Le domaine météo, des capteurs de pollution, des capteurs de température. Et la chose importante aussi, ou le point très important, c'est que on essaie actuellement de lancer un axe de développement qui est que le satellite peut commander un actionneur. C'est-à-dire que le satellite aussi, au lieu d'envoyer ses messages à la station radio, ben, il devient finalement, avec donc l'intelligence qu'on va embarquer au sein du satellite, il puisse activer un actionneur quand il sera donc à portée de cet actionneur-là. Donc, il peut par exemple activer une pompe solaire dans le Sahara ou n'importe quel actionneur qui est situé dans des zones qui sont non desservies. Et ça, ceci repose sur une intelligence finalement, parce que le nanosatellite deviendra sur cette base-là, aura donc une intelligence de calcul qui permettra d'optimiser quel est le message de commande qu'il va envoyer. Hein. Bien entendu, on peut aussi lui envoyer des commandes en statique, c'est que quand il passe devant au-dessus de la station radio, on lui envoie une commande d'activation d'un actionneur, et puis quand il sera à portée de cet actionneur-là, bah, par exemple, il ouvre ou il ferme une pompe solaire. Donc ça, c'est des activations qui sont très importantes. Voilà, donc juste en termes de produits hein, qui sont déjà développés, donc on a développé les CubeSat 3U, hein, donc les structures. Hein. Il y a aussi la structure 1U, hein, donc c'est 10 cm par 10 par 10, ça c'est très important. Il y a la passerelle, la gateway Telnet,
LoRa, donc c'est ça, c'est une des payloads donc, qui ont été développées, seront envoyées dans le satellite. Il y a aussi le transceiver, donc qui est aussi un payload qui est important et donc qui permet d'envoyer des messages à la station radio et aussi au nœud, au device. Bien sûr, et donc ça aussi c'est le savoir-faire de Telnet à la base, avant même la création de l'activité spatiale, c'est donc la conception et le développement de nœuds LoRa IoT. Et donc on a cette capacité-là. Donc ces nœuds, ils peuvent être utilisés pour des applications spatiales ou même pour des applications terrestres classiques. Voilà, donc l'ADCS, donc c'est la partie la plus importante du satellite, l'EPS pour la gestion de l'énergie, les panneaux solaires, on a aussi développé donc des technologies pour concevoir nos panneaux solaires. Donc on a aussi intégré donc des caméras, une caméra et une antenne IHF au niveau du satellite pour donc assurer une transmission donc d'images. C'est pas l'objectif premier ou la mission première du satellite, vu qu'il est plus orienté LoRa, mais la caméra permet d'envoyer donc des messages qu'on peut aussi traiter et utiliser. Voilà, donc on cherche aussi donc à la fin de tout ça, c'est de créer un quatrième point de business qui est la valise éducative. En fait, c'est finalement cette valise, elle regroupe un petit peu les différents composants ou cartes que nous avons développés et donc aussi donc on se propose d'assurer donc des séances de formation d'ingénieurs en spatial ou comment on va dire former un ingénieur pour qu'il puisse développer donc les cartes payload et aussi le soft qui va avec. Voilà. Voilà, donc j'ai fini donc, la description de Telnet, de nos orientations. Donc voilà, donc, Telnet, notre objectif, Telnet Space, c'est Space Connecting Things. Space is closer than you think. Et nous aussi, par rapport à ça, on l'a découvert. Hein, parce qu'au début, quand on a commencé ce challenge ou ce projet, donc il y avait plein de verrous, plein de problématiques. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement, des développements, on a vu que c'était possible et on a vu que l'espace était finalement accessible et que ces compétences qu'on a développées par le passé pour faire des systèmes embarqués dans des conditions critiques et temps réel, ben finalement, cette expertise-là, on a pu, disons, la cibler et l'adapter pour les applications spatiales. Donc, et ça, c'est quelque chose dont on est fier. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des questions, Christa, ou on peut passer à mes... Écoute, pour le moment, je ne vois pas de questions à survenir là sur mon écran. En revanche, je suis très, très heureuse de voir toute cette avancée, tous ces développements. Je me souviens des premiers pas, donc quand on vous a rencontré, avec surtout Philippe, et puis comment je vous ai accueilli au district. Donc déjà, pour une première, avant qu'on passe sur les questions, mais bravo. Et puis je vois que voilà, vous êtes passé de la compétence télécommunication à la compétence spatiale, et c'est pas si simple que ça. Vous avez trouvé votre pont à vous, qui est l'IoT, donc très, très, très beau, très élégant, très intelligent, bravo. Je peux dire que ça. J'espère que les participants auront également apprécié tout ce challenge que vous avez relevé et puis le résultat. Donc, on attend avec impatience le lancement de Challenge One et puis surtout un beau mock-up au district bientôt. Hein, à Nice, n'oublie pas mon cadeau de Noël, le mock-up. Bien sûr, bien sûr. Pour pouvoir le montrer aux gens en visite, aux délégations qui passent au V612 à Toulouse. On pourra évidemment reprendre plus de... Voilà, juste pour résumer par rapport aux partenaires donc d'Aerospace Valley, dont je répète, on est fiers d'en faire partie. En fait, on a en termes de perspective, parce que c'est ça qui intéresse, et en termes d'offres que nous avons, donc il y a les suites de Challenge One, donc c'est d'autres lancements de nanosatellites. Qui seront plus sûrs et plus robustes et qui sont plus optimisés que Challenge One. Hein. Donc, selon le retour d'expérience de ce premier lancement, donc on a déjà planifié des prestations qu'on va mettre dans les prochains lancements. Donc, dès à présent, on a déjà commencé à développer de nouvelles cartes payload destinées à être lancées dans
dans les prochains nanosatellites. Il y a un point important dont j'en avais pas parlé, c'est ce qu'on appelle le payload housing maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'offres actuellement de sociétés aussi à Toulouse qui proposent de l'espace finalement dans leur plateforme pour embarquer des cartes. Et donc, plus les cartes les intéressent, plus donc la collaboration sera plus simple. Et donc, on est sollicité, on cherche à l'être davantage par des industriels qui ont du payload housing à offrir et qui sont intéressés par des cartes LoRa. Parce que l'avantage, c'est que quand on intègre notre carte sur leur plateforme, elle devient compliant. Et ça aussi, c'est un point important pour eux parce qu'ils peuvent envoyer cette carte sur d'autres plateformes vu qu'elle devient, disons, elle correspond aux contraintes techniques de leur plateforme. Le point le plus important aussi, donc via Aerospace Valley, donc représentera 60-70% de ce qu'on cherche à faire, c'est la partie recherche et innovation. Et je pense que c'est aussi le business plan d'Aerospace Valley. Donc, quand je dis recherche et innovation, c'est recherche, innovation, puis bien sûr, retour sur investissement et développement. Donc, autour de ces technologies LoRa, autour des nouveaux algorithmes, comment lever les verrous scientifiques qui existent. Il y en a beaucoup, donc on cherche à les lever un par un. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on va valider via Challenge One déjà des algorithmes innovants qu'on a développés. Donc, on va directement essayer de les valider dès la phase de lancement. Et donc, nous sommes aussi ouverts, bien sûr, à des collaborations avec d'autres sociétés pour donc lancer ces partenariats avec eux autour de ces axes de recherche et d'innovation. Le troisième point, donc c'est le point donc constellation ou comment lancer des idées, concepts de constellation et peut-être aussi des constellations mixtes, j'en ai parlé tout à l'heure, ou comment mutualiser, on va dire, les datas entre plusieurs constellations ou des nanosatellites qui appartiennent à des sociétés différentes pour avoir une réponse plus juste et une réponse commune qui soit, on va dire, mieux étudiée parce qu'elle se basera sur une collecte hybride de data provenant de plusieurs satellites. Très bien. Voilà. Très intéressant. Merci. Je te remercie, Anis. Je ne vois pas de questions pour le moment apparaître sur l'écran. Donc, je considère que tout est absolument clair. Les participants sont comme moi. Ils ont apprécié ces présentations. Je vous invite donc à retrouver ce webinaire ou à le diffuser prochainement. Il sera mis en replay sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. Et puis, tout simplement, je vais vous souhaiter une belle journée. Le but, c'est de faire des petits meet-up pour qu'on ne prenne pas trop de temps aux participants, puisque les journées sont toujours bien chargées, surtout en fin d'année. Nous restons à votre écoute. Vous pouvez soit me contacter, soit contacter Anis ou Mehdi, qui est sur le district Aerospace Valley à Toulouse, pour pouvoir avoir plus d'informations ou entrer en contact directement avec Telnet Space. Je vous remercie de votre écoute. Merci Anis. Bonne journée à Tunis. Et puis Merci. À bientôt. Merci de ton temps. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.